Les États-Unis sont très embourbés en Ukraine, et la situation concernant l'autorisation des armes à longue portée a été un véritable coup de fouet. Le Wall Street Journal a rapporté que Trump affirme que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner la guerre sans frapper la Russie. Il a dit cela juste après que le Pentagone a annoncé que l'Ukraine était soi-disant empêchée de frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie. Mais l'affaire se complique lorsque les États-Unis sous Donald Trump autorisent le transfert d'armes à longue portée vers l'Ukraine. D'abord, des milliers d'unités sont en route vers l'Ukraine. Il s'agit des missiles à munitions d'attaque à portée étendue qui vont être utilisés à la place des attaques MS, car les attaques MS sont interdits. Parler de ce genre de revirement que l'administration Trump opère. D'un côté, elle dit « Non, 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 il n'y aura pas d'attaque à longue portée contre la Russie ». Puis, elle autorise toutes ces armes à l'Ukraine, tout en affirmant qu'elle ne vend désormais des armes qu'à l'OTAN. Et cela alors même que les États-Unis effectuent des vols de reconnaissance pour fournir des informations de ciblage à l'Ukraine afin de mener des frappes à longue portée avec des missiles ukrainiens. Donc encore une fois, ce n'est que du théâtre. Si vous avez vu le titre de l'article qui parlait d'interdire à l'Ukraine d'utiliser des missiles américains pour frapper la Russie, il disait que c'était pour amener Poutine à la table des négociations ou à des discussions, ou peu importe comment ils appelaient cela. Et encore une fois, c'était juste pour essayer d'attirer la Russie, non pas pour la piéger dans un gel du conflit, mais pour la forcer à se retrouver dans une position où elle se sentirait obligée d'accepter un nouveau gel à la Minsk. Et la Russie a dit non. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que les États-Unis n'autorisent à nouveau des frappes sur la Russie, n'autorisent à nouveau l'utilisation de missiles occidentaux, quelle que soit la quantité qui reste. Et comme vous l'avez souligné, il y a ces ERAM, c'est peut-être ainsi qu'ils les appellent, des missiles qui sont en route. Ce sont essentiellement des bombes planantes, d'après ce que nous pouvons en dire. Des bombes planantes équipées d'un petit moteur à réaction, comme un missile de croisière en quelque sorte. Elles sont censées être extrêmement peu coûteuses et pouvoir être produites en plus grande quantité que les missiles de croisière. Il semblerait même qu'elles aient une portée plus longue que la version des missiles Storm Shadow et Scalp envoyés en Ukraine, qui a une portée plus courte en tant que version d'exportation que les versions utilisées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Alors, à quoi vont-ils utiliser ces bombes planantes converties, ou missiles, si vous préférez les appeler ainsi, qu'ils vont employer? Ils vont frapper des cibles plus en arrière de la ligne de contact. Cela ne va rien changer. Je crois que le chiffre officiel est de 3350. C'est ce qui est vendu à l'Ukraine. Nous n'avons aucune idée du nombre réel de ces armes qui existent. Ce n'est presque certainement pas la totalité. Elles sont en cours de fabrication en ce moment. Il me semble avoir vu quelque part qu'ils ont dit que les 1000 premiers arriveraient en Ukraine sur une période de 2 ans. 2 ans, juste pour obtenir 1000 de ces missiles. Et Danny, tu parlais du nombre de missiles et de drones utilisés lors d'une seule attaque par la Russie. Il y a donc un décalage énorme. Cela a été le cas à tous les égards tout au long de ce conflit, que l'on parle d'artillerie, de roquettes, de missiles ou de drones. La Russie dispose simplement d'une base militaro-industrielle bien plus vaste, et elle produit plus d'armes et de munitions que les États-Unis et l'Europe réunis. Et il s'agit ici de missiles lancés depuis les airs, donc même s'ils avaient dès maintenant les 3350 missiles en Ukraine, ils ne disposent que de quelques avions militaires capables de les lancer. Ils ne pourraient en lancer qu'un certain nombre à la fois. C'était le même problème qu'ils ont rencontré avec d'autres systèmes aéroportés, comme le Storm Shadow et le Scalp. Ils font voler un nombre limité d'appareils, et c'est très risqué car les avions de chasse russes et les systèmes de défense aérienne
peuvent en réalité cibler les avions eux-mêmes. Et ils disposent de systèmes de défense aérienne et antimissiles importants, capables d'abattre ces missiles. Il faut lancer un très grand nombre de ces missiles simplement pour saturer les défenses aériennes et antimissiles russes, dans l'espoir qu'au moins quelques-uns parviennent à passer. À un moment donné, ce que faisait l'Ukraine, c'était de frapper des cibles civiles, parce qu'elle ne pouvait pas atteindre quoi que ce soit qui était réellement protégé par les systèmes de défense aérienne et antimissiles russes. Il s'agit donc d'une nouvelle administration, d'une nouvelle sorte d'arme miracle. Cela illustre parfaitement la continuité de l'agenda qui existe dans la politique étrangère américaine. Ce programme d'armement a en réalité été annoncé en 2023 ou 2024 sous l'administration Biden. Et qu'en est-il du président Trump, qui avait déclaré qu'il mettrait fin au conflit en 24 heures? Que fait-il? Il reprend exactement là où l'administration Biden s'est arrêtée, et il continue dans cette voie. Il va jusqu'au bout. Ceux-ci, quelle que soit leur quantité, arriveront et seront ensuite utilisés. Et nous assistons en ce moment même, en temps réel, à l'administration Trump qui façonne le récit pour passer de l'interdiction de l'utilisation de missiles longue portée contre des cibles en Russie à leur autorisation éventuelle. Je veux dire, c'est comme d'habitude. C'est la suite de ce qu'ils avaient prévu. Si vous vous souvenez, j'ai parlé du troisième décalage. Vous savez, c'est la doctrine de la guerre. Et essentiellement, il s'agit de dispersion, de diffusion, de distribution. Utiliser des attaques en réseau pour saturer et submerger avec des attaques diffuses et réparties, en particulier en utilisant des armes à longue portée. Mais bien sûr, tout cela repose sur l'idée que vous disposez réellement de la capacité industrielle nécessaire. Et nous savons que les États-Unis se désindustrialisent depuis maintenant 50 ans. Et en se désindustrialisant, ils ont également perdu des compétences depuis 50 ans. Leur intention était de faire en sorte que leurs autres vassaux, notamment le Japon, la Corée et l'Inde, deviennent les principaux fabricants de la chaîne d'approvisionnement industrielle. Eh bien, cela pose déjà des problèmes, car comme nous venons de le voir, l'Inde se montre récalcitrante et ils ne les considèrent pas comme très fiables. Et la Corée du Sud vient d'avoir un nouveau gouvernement, et Lee Jae-myung parle de construire des navires pour les États-Unis, etc., etc. Mais je pense que cela n'ira pas très loin. Je ne crois vraiment pas que Lee Jae-myung veuille s'impliquer dans une guerre américaine. Il ne veut certainement pas poser les bases d'une guerre contre la Chine ou même contre la Russie. Et bien sûr, le Japon reste l'ancien vassal fiable, mais c'est simplement parce que les États-Unis sont l'État colonisateur successeur du Japon. Essentiellement, les colonies japonaises ont été prises par les États-Unis, Taïwan, la Corée du Sud, les Mariannes, les îles Marshall, Guam, toute la chaîne d'îles du Pacifique, les îles Ryukyu, Okinawa. Ils sont donc essentiellement devenus les successeurs coloniaux de l'Empire japonais, et ils occupent les colonies que le Japon possédait. Mais malgré cela, je ne pense pas que cela suffira. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'armements dispersés à longue portée. Je ne pense pas qu'ils aient correctement mis en place l'automatisation. Je pense qu'ils vont s'appuyer sur la guerre sous-marine, qui est un élément clé du troisième décalage stratégique. Je pense qu'il y aura beaucoup de tromperies ou d'attaques trompeuses impliquées. Et oui, il y aura des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie, qui, comme nous l'avons vu par le passé, viseront des cibles stratégiques. Une stratégie incroyablement risquée. Mais c'est sur cela que repose la bataille aéroterrestre, la bataille aéronavale. Toutes ces doctrines, elles sont fondées sur cette notion de décapitation.
Et ce qui m'inquiète le plus, parce que les États-Unis n'ont pas la capacité conventionnelle, c'est qu'ils vont utiliser des armes nucléaires tactiques comme moyen de faire pression et de créer un avantage. Et comme je l'ai déjà dit, si vous regardez les documents qui circulent actuellement à Washington, tout le monde parle d'utiliser des armes nucléaires tactiques dans une sorte de continuum sans rupture avec la guerre conventionnelle. Cette incroyable opération de rebranding que l'administration Trump est en train de mener en ce moment concernant l'armement de l'Ukraine. Désormais, ce que l'administration Trump et Donald Trump lui-même, toute l'administration, affirment, c'est qu'ils vendent maintenant des armes à l'OTAN et que l'OTAN en fait ce qu'elle veut. Mais les États-Unis n'arment plus directement l'Ukraine, ni ne la financent directement. Je veux parler du fait que nous ne finançons plus l'Ukraine, mais que nous sommes impliqués dans les efforts pour essayer d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et des millions, au final des milliards de dollars, à l'OTAN, avec qui j'ai d'excellentes relations et une grande amitié. Mais c'était un voyage incroyable. Donc c'est eux qui financent toute la guerre. Nous ne finançons rien. Je pense que c'est un point important à souligner car beaucoup de gens ne le comprennent pas. Bien sûr, l'OTAN a été créée par les États-Unis et pour les États-Unis. C'est tout simplement une extension de la politique étrangère américaine. Les États-Unis contrôlent tout ce que fait l'OTAN. Ils en sont le principal financier et financent tout ce que l'organisation entreprend. Ce que nous voyons ici, c'est un jeu de dupes politiques et financiers orchestré par l'administration Trump. Le but est de tromper les propres partisans de Trump, ceux qui ont voté pour le président. C'est une façon de dire « Je sais que vous m'avez élu pour mettre fin à toutes ces guerres d'agression à l'étranger, que nous avons tous reprochées au président Biden, et nous allons continuer toutes ces guerres. Mais au moins, l'argent des contribuables américains ne sera pas dépensé pour la guerre, ce qui est faux. Bien sûr, ils vont continuer à dépenser de l'argent pour ces guerres, tout ce que font les États-Unis pour soutenir cela, même s'ils ne financent pas directement les armes, ce qu'ils pourraient d'ailleurs très bien faire aussi. Mais même s'ils ne financent pas les armes, s'ils obligent l'Europe à les acheter, il y a tant d'autres choses que les États-Unis continuent de faire pour soutenir cette guerre, y compris le maintien de généraux américains au sommet de la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes. La CIA continue d'opérer partout en Ukraine. Je mentionne sans cesse ces vols de reconnaissance. Cela coûte de l'argent. Cela coûte de l'argent aux États-Unis pour poursuivre cette guerre par procuration contre la Russie, même s'ils prétendent ne plus payer pour les armes. Tout cet argent généré par ces armes ne va pas au peuple américain. Il va à une poignée très restreinte d'intérêts financiers corporatistes, en particulier à l'industrie de l'armement. Cet argent ne profite pas à l'Américain ordinaire. Ainsi, tous les problèmes pour lesquels les gens ont élu le président Trump persistent, et non seulement persistent, mais sont aggravés par cette politique. Maintenant, vous dites que nous n'envoyons pas les armes, nous les vendons. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et nous voyons actuellement l'Europe commettre un suicide collectif aux côtés de l'Ukraine qui commet un suicide national. Nous voyons leurs économies s'effondrer pour de multiples raisons, mais toutes liées à la poursuite de l'hégémonie américaine au détriment de l'Europe, pour Washington et Wall Street. J'écoutais justement The Duran. Il parlait d'un possible plan de sauvetage du FMI pour le Royaume-Uni, voire même pour la France. Et qui dirige le FMI? Qui l'a créé? Qui le dirige? Et qui va être principalement impliqué dans tout cela? Ce sont les États-Unis. Et quand les États-Unis renflouent le Royaume-Uni parce qu'ils achètent des armes américaines qu'ils ne peuvent pas se permettre,
C'est en réalité les États-Unis qui paient encore pour elle, d'une manière détournée. C'est pourquoi je dis que c'est un jeu de dupes financiers et politiques destiné à tromper le public américain. La guerre continue sans interruption. En fait, elle s'accélère, elle s'intensifie, et ils vont continuer dans cette voie. Ils diront simplement ce qu'il faut pour apaiser le peuple américain. Les Américains étaient mécontents de cette guerre, mais maintenant, ils ont mis un républicain, et il va convaincre tous les républicains de suivre le mouvement. Et nous avons vu cela. Nous nous souvenons que Bush Jr. disait qu'il allait mettre fin à toutes les aventures militaires à l'étranger. Puis il a lancé 2 grandes guerres et a rallié tous les républicains. Ensuite, nous avons entendu Obama dire qu'il allait mettre fin à toutes les guerres de Bush, puis il les a toutes poursuivies, et on a commencé de nouvelles. Il a embarqué tous les démocrates, qui étaient censés être anti-guerre, dans une guerre mondiale absolument partout. Et puis Trump, puis Biden, et maintenant Trump à nouveau. Donc c'est une arnaque très familière, je dirais. Tromper le peuple américain, jouer sur ce paradigme politique gauche-droite qui ne représente aucune véritable division en Amérique. Ce n'est qu'un moyen de vendre et de promouvoir l'empire auprès de différents marchés cibles. Ils ne disent jamais vraiment qu'ils vont mettre fin à ces guerres. C'est toujours un processus très soigneux dans l'utilisation du langage. Par exemple, Obama, avec son « les guerres stupides de Bush vont être réduites ». Et bien sûr, Bush faisait de même, en disant « eh bien, nous allons réduire notre présence militaire ». Trump a dit cela maintenant, sous 2 administrations différentes, qu'il y aurait la paix, une détente avec la Russie, qu'il y aurait une fin au conflit en Ukraine. Et pourtant, les choses continuent. Donc, qu'agit avec cela, on a l'impression qu'il s'agit d'un exercice de rebranding intentionnel et délibéré, car Donald Trump l'a répété à de nombreuses reprises. L'Europe est là-bas. Donc, en réalité, c'est leur guerre maintenant. C'est ce que Pete Hegseth disait en février. En fait, c'est leur guerre. Nous voulons donc qu'ils en assument la responsabilité, même si c'est avant tout la guerre des États-Unis. Mais malgré tout, quelle est la différence? Quel est ton avis? Quelle est la différence si les États-Unis vendent toutes les armes qu'il leur reste à l'OTAN, ou pour être plus précis, aux pays européens? Ou s'ils les donnent simplement à l'Ukraine? Je ne vois pas de différence, et toi? Il n'y a pas de différence, car les gens pensent que les armes ne sont que du matériel, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, le champ de bataille moderne est un système d'opération interarmée en réseau, totalement interconnecté. Pour que la soi-disant chaîne de destruction d'une entreprise d'armement fonctionne, il faut des capteurs, des radars, des centres de décision et tous les réseaux de données tactiques qui relient tout cela. Et tout cela est fourni comme un ensemble complet. Donc dire « Oh, nous les vendons plutôt que de les donner », c'est une distinction sans différence. C'est tout le système qui est déployé et utilisé, et il reste sous contrôle américain. Maintenant, autant que possible, oui, il est vrai qu'ils veulent transférer le coût à l'Europe, parce que l'économie américaine ne se porte pas bien, et certainement l'économie européenne non plus. Les Allemands viennent de déclarer « Nous ne pouvons plus nous permettre un État-providence », bien qu'ils semblent très sûrs de pouvoir se permettre un budget militaire de 5%. Ainsi, l'Europe est saignée à blanc et utilisée comme chair à canon contre la Russie. Et les États-Unis restent en retrait et sont tout à fait satisfaits d'épuiser l'Europe de cette manière, comme ils l'ont fait lors des guerres mondiales précédentes, où l'Europe a mené l'essentiel des combats et les États-Unis ont dirigé en retrait avant de prendre le relais. Et puis, comme par hasard, ils sont devenus la superpuissance mondiale. Il y a donc aussi ce calcul en cours. Et puis, vous savez l'idée que nous sommes en train de heurter un véritable mur,
non seulement sur le plan stratégique, mais aussi géoéconomique. Le système capitaliste est essentiellement en plein effondrement. Et comme je l'ai déjà dit, lorsque le système fait un arrêt cardiaque, le seul défibrillateur que l'on utilise pour réanimer le cadavre du capitalisme, c'est la guerre. Nous nous dirigeons donc vers une guerre mondiale totale, et les États-Unis sont ravis de profiter de ce processus, tout en essayant de sous-traiter, de délocaliser et d'externaliser autant que possible leur travail à leurs vassaux. Et bien sûr, les vassaux tombent dans le piège. Vous avez beaucoup parlé du fait que l'Europe est, vous savez, totalement alignée sur ce que font les États-Unis et qu'il y a eu une tentative délibérée de faire porter cela à l'Europe et que l'Europe l'a adopté. J'ai vu des commentaires à ce sujet disant qu'il est assez intéressant de constater que, au moment où l'hégémonie américaine atteint ce genre de point de crise et qu'il devient plus difficile d'influencer et de contrôler ces sphères de pouvoir, les États-Unis sont incapables de vraiment déplacer la Russie et la Chine, en particulier, comme ils le souhaiteraient, de leur position montante. Pourtant, l'Europe est de plus en plus alignée et attachée aux États-Unis. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi pensez-vous que l'Europe est si attachée à son maître, ou, comme l'a dit Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, à son papa, pour ainsi dire, en utilisant même ce genre de langage? Eh bien, je tiens simplement à dire que Kaji a soulevé un excellent point concernant la chaîne de destruction et le fait que tout cela reste sous le contrôle des États-Unis. Et en fait, ils payent aussi pour tout cela. Donc oui, ils envoient ce matériel en transférant les coûts sur les Européens. Comme je l'ai expliqué, à terme, les États-Unis devront régler cette facture parce qu'il est impossible d'obtenir cet argent de leur part. Il faut bien que cela vienne de quelque part, et ce n'est pas viable. Ainsi, les États-Unis continuent de financer la guerre, mais de manière indirecte, d'une façon que l'électeur américain moyen ne comprendra pas. Et ils le savent, et ils en profitent. Je pense donc qu'il est très important de bien insister sur ce point. Cela nous amène à la question suivante. Pourquoi l'Europe agit-elle ainsi? Pourquoi prennent-ils des décisions qui, de toute évidence, ne profitent ni à l'Europe collectivement, ni à aucun des États membres de l'Union européenne individuellement? Pourquoi font-ils cela? Je vois beaucoup d'analystes commettre cette erreur. Ils examinent les intérêts d'un pays en particulier et supposent automatiquement que les dirigeants de ce pays vont poursuivre ces intérêts. Ils disent « cette guerre n'a aucun sens ». Les Européens ne vont évidemment pas accepter cela. Mais c'est une erreur, car les États-Unis, comme je le répète souvent, leur super arme, c'est leur capacité à interférer politiquement, à influencer et à prendre le contrôle d'une nation ou d'une région ciblée de la planète. L'Union européenne a été créée à l'origine par les États-Unis, par des intérêts particuliers aux États-Unis, afin de prendre le contrôle politique de toute l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi vous voyez ces dirigeants européens prendre des décisions qui servent les intérêts américains au détriment absolu de l'Europe. Au point même où l'on voit l'Europe se diriger vers un effondrement économique, un effondrement socio-économique. Le système politique est insoutenable. Et vous les voyez jouer à ces jeux de politique gauche-droite partout en Europe. Vous avez les personnes actuellement au pouvoir, peu importe le parti auquel elles appartiennent, dans n'importe quel pays dont vous voulez parler. Et puis il y a l'opposition qui tient un discours musclé sur la façon dont elle va tout régler, tout changer. Et dès que les gens les élisent, cela relâche la pression politique, la colère et la frustration des électeurs. Mais bien sûr, ces personnes arrivent au pouvoir et font exactement la même chose. C'est le même processus qu'aux États-Unis entre démocrates et républicains. Ils sont tous possédés et dirigés par des intérêts particuliers de financiers d'entreprises non élus.
Il n'y a qu'un seul agenda, et ils le mettent en œuvre, simplement en utilisant des slogans différents, du rebranding et des promesses non tenues pour continuer à repousser les problèmes. C'est exactement ce qu'ils font en Europe. Et tant qu'un pays donné est politiquement sous l'influence des États-Unis, au lieu de supposer qu'il poursuivra ses propres intérêts, il faut partir du principe qu'il servira les intérêts américains à ses propres dépens, peu importe le coût. Il faut donc analyser un pays non seulement en fonction de ses véritables intérêts fondamentaux, mais aussi selon que le gouvernement en place est ou non sous emprise politique. Si c'est le cas, il ne faut pas espérer qu'il défendra ses propres intérêts ou qu'il finira par rompre avec les États-Unis. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'avant 2014, il était évident que les intérêts de l'Europe étaient du côté de la Russie et de la Chine. Et vous avez vu la relation s'étendre considérablement, au point que même moi, j'étais convaincu qu'ils finiraient par se libérer de l'ombre de l'hégémonie américaine qui pèse sur eux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, parce qu'ils étaient politiquement capturés. Et quels que soient les derniers bastions de l'indépendance européenne qui subsistaient, les États-Unis les ont éteints. Et avec le conflit qu'ils ont eux-mêmes créé en Ukraine à partir de 2014, ils s'en sont servis pour pousser l'Europe dans cette direction. Et il y a maintenant tellement d'élan que cela ne va pas s'arrêter ni changer de direction. Cela continuera ainsi. Vous savez, je me souviens quand Emmanuel Macron a visité la Chine. Je crois que c'était il y a quelques années sous l'administration Biden. Après sa visite, il tenait un discours qui donnait presque l'impression qu'il était aligné avec la Chine sur de nombreux sujets, Taïwan, etc. Le seul discours qui ne change pas, c'est l'avertissement de la Chine à l'Europe. La Chine a averti l'Europe que l'autonomie stratégique est vraiment votre seul espoir pour maintenir une quelconque apparence de souveraineté. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où l'Europe ne se contente pas de prendre avec enthousiasme le rôle de principal chien d'attaque tenu en laisse par les États-Unis concernant l'Ukraine face à la Russie. Mais on voit aussi des pays européens prêts à sanctionner la Chine et maintenant à sanctionner l'Iran. On dirait qu'ils sont très déterminés à suivre l'agenda des États-Unis. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, je pense qu'ils sont liés. Ils sont engagés dans la guerre. Ils sont engagés dans l'hégémonie, dans la domination unipolaire des États-Unis, et ils renforcent tous leurs liens atlantistes. Ces liens atlantistes sont durables, et ils sont fondamentaux pour la structure de l'élite impériale dirigeante en Europe et aux États-Unis. Donc ils chantent tous la même chanson, ils travaillent en harmonie, même si de temps en temps on a l'impression qu'ils divergent ou qu'ils essaient quelque chose de différent. C'est pas le cas. C'est comme la marionnette du ventriloque qui répond au ventriloque. On dirait que la marionnette du ventriloque est en train de se disputer, mais non. La marionnette est toujours contrôlée par le ventriloque. Et donc la façon dont je le vois, et encore une fois c'est une vision d'ensemble, c'est qu'en 2008, le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, a dit « Laissez faire, c'est fini ». Il a dit « Le capitalisme, c'est fini », parce que c'est essentiellement ce qui s'est passé. Le système financier mondial s'est effondré sous les yeux de l'élite impériale dirigeante. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils devaient prendre des mesures extrêmes. Quelles sont ces mesures extrêmes? Eh bien, la mesure extrême, c'est que lorsque vous avez un capitalisme de monopole, il se heurte à une crise, une baisse du taux de profit, si vous voulez. Et puis, pour se ressusciter, il doit se transformer et s'étendre. Et généralement, cette expansion nécessite une nouvelle arrivée massive de ressources. Idéalement, on voudrait pouvoir piller un nouveau continent afin de nourrir le vampire mort avec du sang neuf.
C'est donc là-dessus qu'ils comptent. Et le principal champ de ressources qu'ils considèrent comme inexploité, il y a des zones plus petites, comme par exemple le Myanmar, qu'ils voulaient intégrer parce qu'il est très riche en ressources, mais en réalité, la véritable ressource qu'ils veulent piller et exploiter, c'est la Chine. La Chine était censée s'effondrer à cause de ses propres contradictions internes, puis les États-Unis seraient intervenus, comme ils l'avaient fait avec l'Union soviétique, privatisant tout, et il y aurait eu un nouvel afflux de capitaux et de ressources pour ressusciter le vampire moribond. Mais ce qui s'est passé en 2008, c'est que c'est en réalité l'Occident qui s'est effondré sur lui-même, et c'est la Chine qui est restée forte. Les États-Unis ont dû aller voir la Chine, la main tendue, pour demander un renflouement. Et bien sûr, une fois qu'on a fait cela, les États-Unis ne pourront jamais pardonner à la Chine de les avoir aidés quand ils étaient à terre. Vous savez, aucune bonne action ne reste impunie. Et c'est à ce moment-là que les couteaux sont sortis. C'est à ce moment-là que la doctrine de guerre contre la Chine a été spécifiquement élaborée, appelée Air-Sea Battle, qui n'est en fait qu'une adaptation de la doctrine de bataille de l'ère soviétique contre l'URSS, Air-Land Battle, elle-même inspirée de la doctrine militaire israélienne de la guerre du Kippour, essentiellement des frappes de décapitation agressives et en profondeur. Les Européens ont donc deux options. Ils peuvent choisir la coopération gagnant-gagnant avec la Chine, le Sud global et les BRICS émergents, ce choix leur appartenait, ou bien ils peuvent envisager les choses en termes d'hégémonie et de domination unipolaire. Dans ce cas, ils perçoivent le monde selon une logique gagnant-perdant. Il s'agit alors de mener la guerre et de voir s'ils peuvent détruire de façon rapace la Chine et d'autres pays, puis revigorer le système capitaliste avec du sang neuf. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi la seconde option, principalement parce que cela fait partie de leur endoctrinement. Ils ont tous été sélectionnés pour ces postes élevés. Ils ont été préparés pour ces postes élevés pendant des décennies. C'est pour cela qu'ils occupent ces fonctions à la base. Et ensuite, il y a vraiment cette idée raciste et suprémaciste, selon laquelle, vous savez, nous ne voulons pas d'égaux. Nous préférerions détruire le monde plutôt que d'avoir un monde d'égaux, surtout si cela signifie être à égalité avec le Sud global, les personnes de couleur, les Chinois, les Asiatiques, etc. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous préférerions voir la fin du monde plutôt que la fin de notre suprématie, privilèges et pouvoirs occidentaux blancs. Et cette façon de penser remonte à très loin et est profondément ancrée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque George Kennan a été interrogé à propos du long télégramme, quelqu'un lui a demandé « Nous avons coexisté avec tous ces autres pays, les Français et les Britanniques ont coexisté. Pourquoi ne pouvons-nous pas coexister avec la Russie ?» Il a hésité à parler de sociologie, de psychologie, d'histoire, etc., etc. Et puis, il a fini par résumer parce qu'il en avait assez de parler. Il a dit « Le fait est que les Russes sont une race asiatique et que nous ne pouvons pas avoir de relations d'égal à égal avec eux. »